30 previews en 30 jours. Yes sir. Preview numéro 28. Oui monsieur. Bon, nous sommes tous de bleu vêtus. Hein? Et c'est vrai ou pas? Bien sûr, nous sommes à Dallas. Voilà, on a Dallas, on met du bleu, normal. On est à Dallas pour cette belle preview des 30 previews en 30 jours. La série préférée de ton joueur préféré, qu'il soit slovène, américain ou ne sais-je. Vous êtes bien installés, on espère. Parce que dans quelques nuits, quelques dodos encore, la NBA reprendra ses droits ce mardi soir. Avec notamment des équipes qui vont recevoir des bagues. Désolé, ce sera pas Dallas, ce sera Boston. Avec plein de gens qui vont regarder des matchs, avec plein de choses qui vont se passer. Et, mesdames et messieurs, le voici physiquement avec nous et avec vous. On vous en a parlé. L'équipe de France de basketball selon ça comme il est beau. Tout à fait. Boum. La grande histoire. La tranche. Magnifique. La 4e de couve, comme on dit dans le jargon. Dans le jargon, tout à fait. Vous le savez, c'était la grosse annonce de Trash Talk ces derniers jours. L'équipe de France de basketball selon Trash Talk est disponible en précommande. Vous pouvez foncer le capter dans le premier commentaire épinglé. Alex, on est sur combien de pages, combien de kilos, combien 256 pages, 2 kilos. Donc pour faire la muscu, là, comme vous voyez faire, c'est parfait. C'est absolument impeccable. Parfait. Oubliez les haltères. Prenez le livre bleu de Trash Talk. Tout à fait. Vous avez ici Madame Céline Dumerc, Madame Jackie Chazalon, Madame Isabelle Yacoubou, Monsieur Nicolas Batum, le contreur, comme on l'appelle maintenant dans le jargon, qui a pris sa retraite internationale après... Salut Nico. J'allais dire après service rendu, mais c'est plus que des services. C'est bien plus que des services. Service volé, hein. Ouais, puis c'est bons à ce niveau-là, c'est plus des services, quoi. C'est tout à fait. Voilà, c'est du don, c'est du dévouement. Hervé Dubuisson, Monsieur Tony Parker. Tout à fait, il y a Boris et Antoine qui sont au dos, avec Lucienne Velu, toutes les légendes de l'équipe Sandrine de France. Gruda. Exactement. Ouais, voilà. Toutes les légendes de l'équipe de France sont présentes dans ce livre, 256 pages pour raconter l'histoire de l'EDF, plus de 100 ans d'exploits, de larmes, de sueur, fuck l'Espagne, tout ça est bien évidemment dans ce très grand et très beau livre. Exactement, qui donc est disponible d'ores et déjà en précommande. Absolument. Et qui sera disponible dans toutes les librairies à partir du 6 novembre. Tout à fait, exactement, je te l'emprunte. Tiens, vas-y, je t'en prie. Il peut se passer un truc extraordinaire, tu vas voir. On va pouvoir démarrer ces 30 prévus en 30 jours, on va le mettre dans le décor, vous allez souvent le voir, parce que ce sera l'occasion évidemment d'en discuter. Hop là. Dallas qui a connu, qui a croisé, il y a eu quelques petits Français à Dallas. Antoine Rigaudot. Dont on parle dans ce livre, exactement, bien sûr. Tout à fait. Mais je crois qu'il y a eu aussi du Maïnmi quand même, si je dis pas de bêtises. Il y a eu du Yann Maïnmi. Il me semble que Yann, il me semble bien sûr, bien sûr. Voilà. Il y a des garçons qui ont mis 40 points, comme Rodrigue Beaubois, il y a eu d'autres exploits aussi, réalisés par des garçons. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission, les fans des Mavs. Plein de choses à redire sur cette saison précédente et à venir, car comme d'hab, on respectera le line-up habituel. Alex, on fera le coup d'œil dans le rétroviseur, évidemment. On enchaînera avec un gros marché de l'été. Gros, on verra s'il est gros, mais bon, bref, voilà. On ira dans le bureau de Mr. J. Kidd. Jason Kidd qui sera à l'honneur, tout à fait, pour voir quelle rotation va-t-il mettre en place avec cet effectif un petit peu retouché. Ouais. Avant de se poser une grosse question de la mort. Grosse question de la muerte. Exactement, comme on dit dans le Texas. Pour le coup, dans le Texas, on dit de la muerte. Oh, Dallas, ça tu peux. Exactement. Un Gerard. Un Gerardo. Gerardo, il y en a aussi à Dallas, des Gerardor. Oui. Et puis un pronostico. Ciselé, as usual, comme on dit aussi à Dallas. Tout à fait. Voilà. As usual. Ouais. Vous le connaissez évidemment, hein, c'est la colonne vertébrale de ces 30 prévus en 30 jours. Plus que quelques-unes. L'émotion va apparaître. Le marathon, on en voit le bout petit à petit. Autant on est content d'en voir le bout, autant on se dit ah putain c'est fini, vivement septembre 2025. Vivement dimanche. Ouais. Salut mon pote. On aura évidemment l'occasion de vous faire gagner un maillot des Dallas Mavericks si vous allez sur le compte Twitter de Trash Talk. Vous pouvez aussi nous suivre sur toutes les plateformes Instagram, TikTok pour les magnifiques step back de Luka Doncic qui seront disséqués par Nathan. Vous allez aussi sur le site de Trash Talk et sur l'application parce qu'aujourd'hui ça va parler terre plate et alley-oop pour Derek Lively, comme on dit. Ouais. Des grands classiques. Et puis, n'hésitez pas à jouer au grand jeu des experts où il pourrait y avoir du Dallas Mavericks quand même, parce que entre du MVP, du meilleur score de la NBA et du meilleur passeur. Complètement. Genre, je garde mes techs pour plus tard. Aïe, dernier de la conférence Ouest, Alex, ça va être terrible. Moi, j'ai tout décalé le tableau. Léon s'est saoulé, mais malheureusement, il n'y avait pas le choix. Tu peux me bumper les Blazers en 14, s'il te plaît. Tu peux mettre les Mavs en 12. Ah là. Allez, on va pas perdre de temps, on est bon ? Ouais, vas-y, envoie. Eh bien, on va démarrer tout de suite ces 30 prévus en 30 jours spécial Mavs avec, bien évidemment, le coup d'œil dans le rétroviseur. Un gros rétroviseur sur un gros pick-up bien texan. Tout à fait, plein de chevaux, plein de contre-attaques, plein de Slovénie. 50 victoires. 50 victoires, tout à fait. 5e.
de l'Ouest avec ses 50 victoires. Bon, j'avais dit 9e avec 41 victoires, donc loin du compte. J'en avais 44 des wins, mais ils étaient aussi dans cette bataille au play-in tournament. Et donc, ça fait partie Dallas des équipes qui ont surperformé. Surperformé par rapport à nos pronostics. On va passer en revue toute la saison. Une des raisons principales de ce côté plus de win et tout, c'est la deuxième partie de saison des Mavs, Oui. qui est très très lourde, où il y a eu une deadline assez décisive, où Nico Harrison... Je commence par là, puis après on va faire le fil. Où Nico Harrison et son staff, le management des Mavs, a fait quelques choix. Notamment, ils se sont dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que, on a compris, Grant Williams, ça va pas le faire. Ouais. Et puis, c'est vrai que notre rookie pivot, il est bon, mais c'est vrai que s'il y avait un deuxième copain un peu athlétique comme ça, rim runner, ça pourrait être bien. Salut Daniel Gafford, salut PJ Washington. C'est pas que ce sont des joueurs qui te changent complètement ni la hiérarchie, ni vraiment le... Comment dire, les vues YouTube de la chaîne des Mavs. C'est des role-players, quoi. Mais ce sont des role-players extrêmement bien choisis, dont les rôles collent parfaitement aux leaders que tu avais, et que tu as toujours d'ailleurs à Dallas, que sont Luka Doncic et Kyrie Irving. Tout à fait. Et on a vu sur la deuxième partie de saison une équipe de Dallas vraiment différente, qui s'est mise dans une très bonne dynamique en montrant qu'elle pouvait défendre intelligemment, et que même si en attaque parfois ça pouvait paraître un peu stéréotypé, héliocentré, appelez ça comme vous voulez, c'était quand même très efficace. Tout à fait. Du coup, j'en viens à mes ratings, je vous les donne, mais ils sont pas très... C'est pas hyper pertinent, tu vois. 18e rating défensif, je peux te dire que les gens qui ont joué Dallas en mars, en avril et en mai ne sont pas d'accord. T'es d'accord ? Non, c'est sûr. Et 10e rating offensif, je pense que sur certaines fins de match, c'est pas vraiment la même chose. Donc, voilà pour ce que j'ai à en dire pour un peu une espèce de peinture globale. Après, il y a plein de trucs à dire. C'est ça. Par où tu veux commencer ? Sur le fait que le début de saison, c'est évidemment un début de saison sur lequel tu retrouves Luka Doncic à fond les ballons. On part sur des standards de candidats MVP, parce qu'on reparlera dans une preview des Sixers à venir, d'un ami de Joel Embiid. Mais Luka Doncic impose tout de suite le rythme. On a Slim Luka. Ça a été un des sujets lorsque la saison est arrivée, que Luka Doncic avait évidemment perdu du poids, était un peu plus affûté. Donc on sentait que ça pouvait être vraiment la saison où il pouvait faire des cartons. On a vu les très bons débuts. Moi, j'étais à San Antonio pour le premier match de Dallas. Face aux Spurs, premier match des Spurs, premier match de Dallas, opening night, début de Wemby. Et on a tout de suite vu Dereck Lively montrer qu'il allait être important, décisif. Et comme tu le dis bien, il y a des mouvements qui vont avoir lieu, mais la maillot ne prend pas avec Grant Williams. Et pour autant, Dallas essaye d'instaurer son jeu, mais tu te retrouves dans des situations graves, qui sont celles que j'ai revues notamment, vers janvier, où tu prends des pilules et des atrocités défensives, parce que cette équipe peut scorer à outrance, ça y a pas de problème, mais ne peut pas défendre le plomb. Il n'y a pas les rotations nécessaires et l'effectif et ce qu'il faut pour savoir ce que ça donne. C'est-à-dire que tu as parfois testé du Josh Green qui pouvait être en titu, mais tu sais pas si c'est un véritable titulaire aux côtés des deux. Ta rotation intérieure, on se disait, formidable rookie, mais qu'est-ce qu'on fait de Maxi Kleber ? Il y a eu de la blessure. Et notre ami Dwight Powell, quand même, on peut en parler. Saison rookie de... Énorme. Saison rookie très, très, très lourde. Tout à fait. Et en fait, il y a aussi des petits choix qui ont marché. Le retour de Dante Exum en NBA, quand même. Ça fait partie aussi des bonnes pioches de Nico Harrison. Tout à fait. Quand tu parles de la trade deadline, t'as raison, c'est le tournant. C'est le tournant. C'est ce qui change tout, mais ce qui change même la sphère NBA, parce que la conférence Ouest ne se remettra pas de ces moves de Nico Harrison. Non. C'est énorme. Non, ça fait très très mal, parce qu'en fait, Nico Harrison, non pas que Daniel Gafford et PJ Washington soient des lockdown défenseurs, pas du tout, mais ils apportent beaucoup plus de verticalité et de longueur de bras que des Dwight Powell ou des gars comme ça, ou même que Grant Williams surtout. Bien sûr, bien sûr. Et ils apportent aussi, pour PJ Washington, du shoot à 3 points, pour Daniel Gafford, un côté écran rim runner, en plus de Dereck Lively, qui est rookie hyper intéressant encore une fois, mais du coup t'en as deux. Tu peux faire tourner. Jason Kidd a des options différentes. Jason Kidd, tout à fait. Et Tyson Chandler, légende des Mavs, qui a rejoint gentiment le staff pour aider les intérieurs. Ça change de Kleber et Powell. C'est sûr que Daniel Gafford entraîné par Tyson Chandler. Et Lively. On était tous là, genre oui, pourquoi pas, bien sûr, c'est logique. Exactement. Gafford et Lively se font entraîner évidemment par Tyson Chandler, donc ça aide. Info quand même importante quand je refaisais le coup d'œil dans le rétro. Mark Cuban revend les Mavs, c'est quand même une des grosses... Une partie. Ouais, tout à fait, mais une bonne grosse partie des Mavs. C'est quand même le futur, on sait le dessiner, il sera pas dans le board des Mavs pendant très longtemps. Non. Mais c'est
moi je l'ai vécu comme une forme de séisme parce que dans les visages les plus reconnus de NBA et des propriétaires, tu peux pas dessiner l'histoire des Mavs sans un visage de Mark Cuban qui hurle sur un arbitre. Ça n'existe pas. Non. Et donc de voir ce changement-là, ou qui intervient dans les ou qui dans un podcast décisions, et qui intervient dans les décisions et qui dit je vais me lancer à la politique. Un homme politique verbalement évidemment. Absolument. Ce genre de choses. Mais c'est vrai que quand on parle de la trade deadline, t'as raison de le préciser, il y a des garçons qui trouvent mieux leur rôle, il y a des rotations aussi qui deviennent plus claires. Il y a un 5 majeur qui se dessine, où Derrick Jones va devenir une des révélations, on l'avait déjà vu un peu avec Miami, notamment titulaire, et ça devient le garde du corps parfait, défenseur qui va faire le taf que Kyrie et Luka peuvent pas faire. Ouais. PJ Washington, t'as raison de le dire, il apporte des choses. Il apporte aussi, j'ai l'impression, une sorte de dureté qu'on va voir en play-off, du rebond, plein de choses. Ne venez pas nous faire chier parce qu'on est capable de tenir front contre front. Ouais, puis il va s'éclater lui, parce que lui, dis donc, bien sûr. C'est une promotion. Hein. Tu passes de Washington avec non mais pardon, parce que j'avais Gafford aussi en tête. Mais tu passes de Charlotte avec pas de la Melo Ball, une équipe qui joue les profondeurs pour Washington, à Dallas, et Gafford qui passe de Jordan Poole à Luka Doncic et Kyrie Irving. Ah, ça c'est sûr que là les gars, eux c'est des promotions de ouf pour eux. Évidemment, ça change totalement, t'as raison. Sur la fin de saison, on est sur une équipe qui est tout en haut de la NBA en termes de rating offensif et défensif. Oui. Et d'ailleurs qui remonte au classement. Et qui remonte au classement, exactement. On n'est plus dans des questions de play-in. Et l'idée, c'est de savoir qui ils vont affronter en play-off. Au milieu de tout ça, quand même, 2-3 petites choses parce qu'on les prend pour acquis. Hein. On a parlé de Jokic à Denver, on a parlé de Giannis à Milwaukee. Oui, tu veux qu'on parle de la saison de Luka Doncic ? Luka Doncic nous fait une petite saison. 34 points, 9 rebonds, 10 passes en 49, 38, 79. C'est propre, hein, comme on dit. Hein. C'est propre. Il est dans ses standards. Et au milieu de tout ça, évidemment, qu'est-ce qu'on a ? On a plus de 70 points sur les Hawks. On a des louches face aux Nets pour l'emporter. Kyrie Irving, qui avait été conservé et prolongé, nous fait une saison hyper solide et demandé aux Nuggets. C'est pour moi la plus belle action de la saison 2023-24. Shoot, main gauche pour la gagne contre Denver. Le buzzer beater de Kyrie Irving, main gauche, c'était une des images les plus marquantes à vivre en direct. Et Kyrie Irving qui a quand même raté des matchs, qui a joué que 58 matchs en régulière. Ouais, mais quelle saison. Contre, il est à 26 points par match en 50, 41, 90. Enfin, 90. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est une saison en 50. Ah non, c'est 49,7 au tir. Tu déconnes, Kyrie. Il a un peu foiré. J'ai mis 50 là sur mon, mais je savais que c'était pas tout à fait. C'est 49,7. Le plus important avec ces joueurs, et on en parlait, c'était d'être prêt le 15 avril. Les Mavs arrivent le 15 avril en étant l'équipe que personne ne veut affronter au premier tour. Surtout si t'es une équipe qui a un peu de blessés et qui est pas du tout dans un bon rythme, genre les Clippers. Ouais, voilà. Clippers, tirage de merde pour eux. Surtout qu'en plus, Luka, il y a un petit truc perso, quoi. Luka, les Clippers, c'est eux qui l'ont arrêté 2 fois de suite quand il était encore un peu jeuneau et moins bien entouré. Bien sûr. Là, ça a envoyé du sale. Ouais. Et ça a débarrassé les Clippers. Facilement, non. Mais ça les a débarrassés quand même. Ouais, tout à fait. La grosse image de PJ Washington qui tient les pieds plantés, ça va devenir un mème dans la fanbase des Mavs. Voilà, comme ça. Bam. Merci, au revoir. En gros, on n'est pas là pour être fuck with. Vraiment, hein, Dallas gère même à l'extérieur. Je les ai trouvés vraiment séduisants parce qu'à domicile, il y a un public de fou et tout. Mais quand les Clippers reviennent dans la série, qu'il y a du Paul George et Harden game à Dallas et tout, lorsqu'il faut tabasser les Clippers, ils le font fort. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui s'alignent pour Dallas pendant ces playoffs. Il y a les blessures côté Clippers. Au tour suivant, mine de rien, t'as plus d'XP que le Thunder. T'as plus d'XP que le Thunder. Et on peut dire ce qu'on veut, mais Marc Daigneault, coach de l'année, il a trouvé fort à faire avec Jason Kidd. C'est la réalité. On s'y attendait pas forcément, mais la réalité, c'est que Jason Kidd, il a fait des choix simples. Hein. Il a pas réinventé la roue. Il a juste fait des choix assez bien timés qui ont quand même extrêmement fait chier le Thunder. Ouais, tout à fait. Et on continue à voir PJ Washington nous faire des playoffs jordanesques. On était là, malade. Encore, hein, il envoie. Il est en 18-8. Tout à fait. Contre le Thunder. Il est assez énorme. Washington. PJ Washington, il rentre les gros lancers pour finir la série. C'est une série qui emmène toutes les émotions parce que un des points noirs des Mavs cette saison, et on va en reparler souvent, les lancers francs. Comment ne pas reparler de ce match lâché au Thunder parce que ça loupe des lancers, mais trop de lancers lâchés par les Mavs. Je me remets les chiffres sous les yeux. Dallas est l'équipe avec le 27e pourcentage de toute la NBA. 76% de réussite, c'est pas possible les gars, alors que ça en provoque un peu quand même. Hein. Donc Luka Doncic, il en a genre, je pense, par match, ça c'est sûr. Hein. Il en prend, je vais te dire ça tout de suite. Luka, il en provoquait la dernière 9, tout simplement par match. Donc tu passes le Thunder. Et si tu l'écoutes, il devrait en avoir 18. Hein. Tout à fait.
C'est vrai ou pas? Et les arbitres sont tous des... Bref. Voilà, exactement. Tu passes le C'est comme Thunder. ça qu'il fait là? Ah ouais, Lucas, c'est la c'est ça caméra, qu'il fait. l'argent, non, mais... qui a eu son lot d'insupportables. Hein. Nous, on s'était énervé, moi, le premier en Bien playoff, sûr, parce qu'il bien rendait sûr, dingue. bien sûr. Tu vas en finale de conf. T'as passé les Clippers, t'as passé le Thunder. Tu affrontes les Wolves. On se demandait si ça allait être le débat et le duel avec Jokic. C'est plutôt la danse avec Anthony Edwards. Ça se passe bien pour Dallas, qui confirme son statut d'équipe qui veut et peut aller en finale NBA. Ah, qui a magnifiquement bien disséqué la très Ouais. grosse défense des Wolves. Hein. Ça, on peut pas. Alors là, pour le coup, autant contre Marc Daigneault, j'étais vraiment surpris que Kidd tienne aussi bien la route. Autant contre les Mavs, on s'y attendait un peu plus. Ouais. Enfin, en tout cas, à titre perso, je m'y attendais un peu plus. Mais là, ils ont vraiment confirmé. Genre, ils ont vraiment disséqué la défense des Wolves. Ouais. Des fins de match hyper bien gérées, notamment sur l'isolation. Luka Doncic versus Rudy Gobert, une des grosses images marquantes, hein, évidemment, de ces playoffs, hein, avec le cri de Luka sur la gueule de Rudy suite à son step back. Bien sûr. La première mi-temps, peut-on en parler du dernier match entre les Mavs et les Wolves, qui est une démolition internationale? Ouais, et puis il lui envoie Jaden McDaniels. Et là, Jaden McDaniels, malgré tous les compliments qu'on a pu lui faire dans la preview des Wolves, il a pris cher. À mon ami, Ah, il a pris cher. Lucas, il l'a vu arriver, il a fait attends. il y a des garçons qui ont... T'es pas assez gros. T'es pas assez gros. Et t'es pas seul, il y en a beaucoup qui prennent Ouais. par Luka cette Ouais, saison. ouais. Ah oui, non, c'est clair, c'est pas une honte de prendre des mixtapes par Luka Doncic. Hein. L'autre. Tout à fait. Est-ce qu'on peut parler du meilleur backcourt offensif de la ligue ou... Alors, on peut me parler du J'ai meilleur dit backcourt offensif, offensif. On peut parler même du meilleur backcourt, si tu veux, de la ligue. il y a des... voilà. Moi, là où je calme juste Jason Kidd, c'est quand il dit que c'est le meilleur backcourt de l'histoire. Oui, voilà. Ouais, mais bon, ça c'est Jason Kidd. Non, mais parce que j'ai les reçus, hein, j'ai les factures. Hein. Ça, il l'a dit devant Non, un je micro. sais qu'il l'a dit, mais c'est Jason Kidd. Devant des êtres humains. Il flatte ses joueurs. Bah Ouais. oui, mais ça, il a toujours été comme ça. Oui, mais Il bon. boit un petit coup de trop, puis après il flatte ses joueurs. On se calme avec le coca. Hein, Jason. Bah, je préfère ça plutôt qu'il tape sur sa meuf. Ouais, Je préfère qu'il flatte ses joueurs plutôt qu'il tape sur sa meuf. Voilà, j'étais pas du tout prêt Bah pour la pardon, mais transition. Jason Kidd, il a un historique bien... Ouais, il bien a un sûr, historique bien sûr. catastrophique. Non, mais ou moi, pas j'étais sur des blagues de temps mort avec du coca, Pardon, et moi, oui, j'étais là, bon. genre, ah bon. Bon, voilà, c'est calme. Je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Mais... Bisous, Jason. Pourtant, Dieu sait que j'ai kiffé le joueur. Oui, et Dallas a ses histoires évidemment dans les relations hommes-femmes, donc Voilà, on est content voilà, si voilà, ça peut s'améliorer sur cet aspect-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un petit peu de chance parfois pour aller jusqu'en finale. Il faut de la chance aussi pour aller jusqu'au titre. Côté Dallas, il y a eu des moments qui ont fait la différence, notamment la dernière action face au Thunder où c'est lancé, PJ Washington, etc. Parfois, tu as un peu moins de chance que l'autre, notamment les Celtics dont on parlera dans la preview, où Dallas arrive en finale NBA avec un kilométrage et une fatigue un peu plus intense que les Celtics, on le sent tout de suite dès le début de la série. Complètement. Et puis aussi, faut rendre à César ce qui lui appartient. Les Celtics et Joe Mazzulla, notamment, ont extrêmement bien utilisé leurs points forts défensifs pour annihiler l'attaque des Mavs. C'est pas le bon mot, mais en tout cas faire en sorte que les Mavs n'existent quasiment pas dans cette finale. Tout à fait. C'est vrai, hein? Point défensif, tout à fait, et point offensif, parce que la grosse discussion du début des finales, c'est qu'est-ce que c'est que ce premier rideau Luka Kyrie, où en fait, dès que tu passes l'épaule, tu sais, on a souvent dit passe l'épaule en juin, hein, toi et moi, c'était les joueurs de Boston qui s'enfonçaient dans la raquette et qui faisaient le boulot. Tu te fais battre par la meilleure équipe de toute la NBA, qui a lâché, on en reparlera, 64 victoires en saison régulière, c'est pas ton heure. Et qui a pas beaucoup perdu de matchs en play-off. Hein. Ah bah non, de toute façon, ils ont perdu 2 matchs en play-off. Tu vois, donc, enfin, avant les finales NBA. Ouais, avant les finales, ouais. Ils se font défoncer, je crois, au game 4, puisqu'il y a 3-0. Dallas, puis 3-1. ils en prennent un à la maison. Ouais, ils prennent pilule et après ils retournent à Boston pour faire la fête. Bon, c'est comme ça, quelque part, tu t'acceptes la défaite, t'applaudis Porzingis, ancien de la maison, qui va aller chercher son titre, mais quel coup d'œil dans le rétro. Les Mavs avaient un objectif l'année dernière, c'était de montrer à Luka Doncic, après le coup du tanking, pick Lively, trade de Kyrie Irving, que tu peux gagner un titre dans cette franchise. Le message est clair. Tu peux le faire. Tu peux le faire, tout à fait. Maintenant, il faut peut-être faire un petit peu quelques ajustements d'effectifs. Bah, malheureusement pour certains, il faut quand même passer par le marché de l'été et faire des choix. Bah, malheureusement ou heureusement. À voir. On va en parler? J'ai très hâte d'en parler. Ouais, on y va. T'es prêt? Ouais, j'y vais. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Boum. Ah, il y a du mouvement pour une équipe finaliste. Il y a du mouvement, il n'y en a pas non plus tant que ça, des importants, Non, mais mais il y en c'est a quelques-uns. significatif, hein. Tout à fait. Bah déjà, Tim Hardaway Jr., ciao bye bye. Derrick Jones Jr., ciao bye bye. Tu venais de parler de lui et de sa très belle saison, de ses gros playoffs et tout. Dallas ne l'a pas gardé. Josh Green. Et Josh Green, tout à fait. Qui Trois. a filé à Charlotte. 3 joueurs qui sont pas. Il y a Derrick Jones du 5 majeur, hein, mais 3 joueurs de l'aventure des playoffs 2024. 3 joueurs et 3 joueurs. Bon, Tim Hardaway n'a pas été beaucoup utilisé, mais Derrick Jones très important et Josh Green, il a montré des petites choses. Bah, Il n'a rien. Citez-moi
3 meilleurs joueurs des Mavs que Josh Green sur les finales 2024. Il y a Luka, il y a Kyrie, et après on arrive vite à Josh Green. Le mec a été... quand il a eu des rentrées... En finale, il a été très bon. Après, sur la longueur des playoffs, c'était différent, mais oui, en finale, il a été très bon. Donc tu as 3 départs importants. Tu as des prolongations internes. Dans le coup de rétro, j'aurais pu le dire. Les Lakers ont fait... Il est dispo, Jason Kidd. Ils ont fait non. Jason Kidd, il est prolongé, il reste à Dallas, il n'y a pas à discuter. Logique. Nico Harrison aussi a pris sa prolongation. Ouais. Logique, vu tous les magnifiques travaux. Au niveau joueur, j'ai pas l'impression que ça ait... Non, il y a Markieff Morris qui est là au cas où pour servir les bières, quoi. Voilà. Les Mavs sont en dessous du premier apron. Ils ont à peu près 173 millions de active cap. Luka Doncic a encore 3 ans de contrat. Kyrie, 2 ans. Donc ça, c'est le noyau. Donc tu as une base avec laquelle tu peux travailler. C'était un des objectifs principaux, clairement, de Nico Harrison, qui ensuite, et on va s'intéresser à la colonne arrivée, est allé faire quelques petits coups. Donc, si Derrick Jones Jr. est parti, c'est parce qu'il y a eu un sign and trade avec les Warriors et qui permet aux Mavs de faire venir Klay Thompson. Donc, j'ai vu tout et rien sur Klay Thompson. J'ai des gens qui disent il est fini, il est cramé, nanana, ça. En attendant, tu fais venir un quadruple champion NBA, un des meilleurs shooters de tous les temps. On verra ce qu'il est capable de produire sur le terrain, mais sur le papier, tu fais venir quelqu'un. On est d'accord ou pas ? T'as fait péter les Splash Brothers et t'étais l'équipe qui a réussi à le plus séduire Klay Thompson en lui disant mon gars, on était déjà, excusez-moi du peu, équipe numéro... Pardon. Ça prend du 3 points, hein. Ils n'ont pas de problème de volume. Deuxième équipe qui a pris le plus de 3 points l'année dernière en NBA, mais 13e en pourcentage global. Ce serait bien d'augmenter ça un petit peu, parce que si on veut prendre des 3 points, et notamment aller chercher Boston, il faut rentrer ses tirs. Tu prends le meilleur catch and shooter de l'ère moderne. Désolé, hein. On peut discuter avec Steph. Ça commence quand l'ère moderne ? Catch and shoot ? Ça commence quand ? Ray Allen quand même. Oui, c'est pour ça. 2010. Allez, voilà, 2010. D'accord. Ok. Les 15 dernières années, le meilleur catch and shooter de NBA. Steph, c'est off the dribble beaucoup. Avec Buddy Hield, quoi. Ouais, voilà, mais. Non, mais complètement. Il y en a un qui a 4 bagues et l'autre qui vient de découvrir les playoffs. L'autre qui arrive aux Warriors. Ouais, voilà. On en a parlé. Exactement. Donc, non, Klay Thompson, énorme. C'est une des images les plus buggantes et matrixantes de ce début de saison NBA. C'est Klay Thompson avec un autre maillot que celui de Golden State. Il va rentrer chez les Dallas Mavericks. Donc on va voir, on va en parler dans d'autres sections, comment il va être utilisé, on va parler de Klay Thompson évidemment. Ensuite, quand même, c'est important de le noter, t'as quand même d'autres arrivées qui sont loin d'être anodines. Ah, c'est bien. Najee Marshall, on va en reparler, que tu récupères des Pélicans, magnifique. C'est pas con, hein. C'est trop bien. Quand tu vois le taf qu'il proposait dans l'aile et le genre de joueur que c'est par rapport à donc la compatibilité qu'il faut imaginer avec des Kyrie, des Doncic ou même avec le reste du front de courte, c'est vachement intéressant. C'est hyper malin d'avoir été chercher Najee Marshall, c'est hyper malin d'avoir fait genre ah merde, Quentin Grimes en fait il est dispo. Voilà, Quentin Grimes, tout à fait, qui demande qu'à s'épanouir et à progresser là où à New York ça paraissait un peu compliqué pour lui de trouver du temps de jeu. Et à Détroit, lol. Et à Détroit, voilà. Puisqu'on parle de livre bleu et d'équipe de France, il y a quand même les droits de Melvin Aginsa qui ont été récupérés à la draft. C'est vrai, on verra ce qu'ils en font. Je pense qu'il sera pas, évidemment il a signé plutôt, en tout cas il joue en Europe, donc il sera pas non, avec cette les Mavs. année non, mais on verra ce qu'ils en font dans le futur, je veux dire. On l'a vu un peu en Summer League avec le maillot des Mavs, tout à fait. Et du petit Kessler Edwards au cas où. Voilà, il n'y a pas un petit Dinwiddie aussi dans l'affaire ? Si, Spencer, ouais, mais bon, je parle de basket. Juste on cite son nom. Voilà. Il a un petit passif sympa à Dallas. Bref, donc été assez calme, avec quand même beaucoup de continuité, c'est-à-dire que par exemple, t'as vu dans les recrues ou dans les départs, il n'y a pas de joueur intérieur. Non. Il n'y a pas de joueur intérieur, puisque on va en parler dans la section qui arrive, mais la raquette des Mavs est assez claire déjà. Oui. Et ils n'avaient pas l'intention de la changer. Non. Voilà. Est-ce qu'on check non, j'ai essayé de voir si j'avais d'autres choses à dire sur le marché de l'été, mais non, très clairement, Dallas a fait le boulot pour essayer de taffer à la marge, mais on en reparlera dans une autre grosse section. Est-ce que vous, que vous soyez fan des Mavs ou autre, vous aimez ce marché d'été ? On se posera la question un peu plus tard. Ouais, plus tard, tout à fait. Là, est-ce qu'on n'irait pas voir... Voilà, il faut aller visiter le bureau de Kidd. Hein, Jason ? Ouais, on arrive. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Allez, allons voir tonton Jason pour le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Nous sommes à Dallas chez les Mavericks et donc on va se poser des grosses questions de coaching et des rotations. Avant ça, Léon, le MVP, avec le visuel de l'effectif tout à fait des Dallas Mavericks. Comme d'habitude, Alex, la question, il y a combien de verrous titulaires dans ce 5 majeur des Mavs ? 5. Ouais, hein.
Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington et Daniel Gafford. Tout à fait. Ça me paraît être les titulaires logiques. Je peux même te le confirmer. Que ça ait plu ou non, ça a créé le débat en juillet. Klay Thompson a été signé aux Mavs pour y être notamment titulaire. On a vu des situations chez les Warriors dans lesquelles il lui a été demandé d'aller en sortie de banc. Ça a commencé à parler, lui, de s'inspirer de Manu Ginobili et que c'était un athlète. Peut-être que c'est ce qu'il attend à terme aux Mavs. Hein. Et peut-être, même très certainement, ce qu'il attendra à terme aux Mavs. Mais il débarque en tant que starting small forward. Ouais. Et il fait 2 mètres. Il peut jouer 3, hein, Klay Thompson. Moi, je suis pas choqué de le voir jouer 3. J'attends de voir ce qu'il peut donner en termes de déplacements latéraux, d'envie, de motivation, de discours et tout. Mais comment dire, ça a toujours été un assez grand 2. Les assez grands 2, ils peuvent jouer 3 souvent au basket. Hein. Tout à fait. J'ai très hâte d'en débattre dans la grosse section question de la mort avec toi, mais on ne peut nier cette évidence. Tu n'as pas remplacé Derrick Jones Jr. avec un autre Derrick Jones Jr. Tu as moins de défense, plus de shoot. En titulaire. Parce qu'après, t'as Najee Marshall sur ton banc. Il défend bien Najee Marshall. Soyons d'accord sur le 5 majeur. Si c'est ton 5 majeur, Dallas peut mettre 170 points à un paquet de monde, parce que Klay Thompson va attendre dans des corners avec Klay Thompson ne peut plus défendre. Il eut défendu très très bien, mais là il peut plus défendre comme avant. Et donc, par rapport à un Derrick Jones Jr., c'est différent. Ah ouais. Par rapport à tes qualités aussi aériennes, dont tu parlais avec les intérieurs, et ce que Derrick Jones Jr. aussi pouvait apporter, on est plus proche du sol quand même. On est beaucoup plus proche du sol, là. C'est pas une critique, c'est juste factuel. Non, mais c'est sûr, c'est complètement différent. C'est un spacing complètement différent. En revanche, effectivement, en attaque, quand Luka Doncic ou Kyrie Irving va avoir la balle en main et que c'est Gafford qui va venir faire un écran, là, attention. Là où pas mal d'équipes pendant les playoffs d'ailleurs ont dit bon bah vas-y, Derrick Jones Jr. prend. Là, c'est vas-y, Klay Thompson prend un shoot à 3 points. Ouais. PJ Washington, Klay Thompson. Et PJ Washington, c'est limite, du coup, ça va être PJ Washington là, qui va être préférentiel pour les équipes adverses. Ça va pas être Klay Thompson. Je veux bien qu'il ait perdu et tout, athlétiquement, machin, nanana, ça défend moins bien. Par contre, le bras, les gars, si tu commences à un peu trop laisser ouvert, surtout qu'en plus, on parle pas de petits passeurs. Là, on parle de Luka Doncic et de Kyrie Irving. On parle de passeurs élites. Et autant PJ Washington, on a apprécié son arrivée, autant on a senti en finale NBA, et à certains moments pendant les playoffs, mais ils s'en sont bien sortis, que le gap entre Luka, Kyrie et le prochain gros score offensif était trop important. Là, l'arrivée de Klay Thompson... là où Klay Thompson, en finale NBA, si tu veux, s'il y a des gros 3 points à mettre, moi ça me dérange pas que ce soit Klay Thompson qui les prenne. Exactement. Si je suis là, et ils vont l'encourager, donc entre parier sur PJ Washington qui met 20 points dans un match important et Klay Thompson, tu viens de bumper ce qui est très important à ce niveau-là, c'est les capacités offensives de ne pas surdépendre de tes deux stars. Et puis il y a le côté streaky de Klay Thompson, on le connaît, c'est-à-dire que ça reste un joueur qui, à mon avis, même s'il avance dans l'âge, va y avoir des matchs où il va commencer à chauffer et Kyrie et Luka vont se faire un plaisir de le servir, et qu'est-ce qu'ils vont faire les adversaires ? Alerte League Pass. Bah oui, c'est ça, on est d'accord. C'est quand même un des plus grands pyromanes du moment, lui. Hein. Tout à fait. Tu as donc les connexions habituelles du 5 majeur avec des garçons sur le banc qui ont changé. On a parlé de Josh Green qui part, on a parlé de Tim Hardaway Jr. Du coup maintenant, tu as Spencer Dinwiddie et Jalen Hardy qui sont sur le backcourt. Dante Exum, le pauvre, c'est méchamment blessé là. Là, il y en a pour quelques mois, on le met dans la rotation, mais il va falloir pas compter sur lui. Quentin Grimes, du coup, qui va rentrer peut-être dans cette rotation. Potentiellement. Najee Marshall pour les forwards, c'est Najee Marshall, peut-être un peu de Kessler Edwards. On verra si le rookie Olivier Maxence Prosper peut rentrer dans cette rotation des postes 3-4 là. Qui rentre dans sa deuxième année, tout à fait. Sophomore. Et puis après, derrière Washington Gafford, t'as toujours Lively. Ouais. T'as toujours Dwight Powell. T'as toujours Maxi Kleber. Ouais, d'ailleurs, je sais pas ce que j'ai fait sur Dwight Powell. Si, il est encore Il est plus là, Dwight Powell ? J'ai dû dire une connerie. Bouge pas, je regarde. Est-ce qu'il est encore là, Dwight Powell ? Ouais, non, Dwight Powell, il est là pour moi. C'est moi, j'ai juste un gars... Pour moi, il a 2 ans de contrat encore. Donc, tu vois, en gros, t'as tes mecs qui se connaissent déjà dans ta raquette, j'en parlais tout à l'heure. Donc, ça veut dire que Jason Kidd, il va pouvoir arriver dans son bureau, tranquille, il vide ses poches, il fait, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, salut Tyronn Lue. Après, tiens, salut Marc Daigneault. Tu vois, genre voilà. Bon, je suis bien content d'avoir Luka Doncic. Chris Finch, qu'est-ce que tu fais là, dis donc ? Puis une fois qu'il a posé tout ça sur son bureau, il peut sortir ses playbooks, mais au moins dans la raquette, il sait ce qui va se passer. Oui. Il y a, comme tu l'as dit, une certaine forme de continuité, mais des vrais ajustements nécessaires. Moi, je ne pense pas que c'est comme par exemple pour... on vient de faire la preview des Nuggets. Il y a un peu de continuité, mais il y a quand même un vrai changement dans le 5, qui peut avoir des aspects très positifs, et des aspects où parfois on va se dire « Ah, mais défensivement, est-ce que c'est ce 5-là le meilleur ? Est-ce que le 5 majeur est également le 5 de fin de match ?» Moi, je me pose ouvertement la question. Parce que si tu vas vouloir faire des stops,
Je ne sais pas, en l'an de grâce 24, bientôt 25, si ta traction extérieure, c'est Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson. C'est l'avenir qui va nous répondre. Hein. C'est la question que je pose à Jason Kidd. Ouais, si c'est pas le cas, il va faire quoi ? Il a plein d'options. Hein. Il peut faire un Doncic Klay et pas Kyrie, ça paraît bizarre en fin de match, hein, mais ou Najee Marshall qui et du coup mettre Najee Marshall en 3. Absolument. Tu vois, voilà, où il va dire non, c'est quoi PJ Washington, c'est toi qui sors, c'est Najee Marshall, c'est toi mon primary defender, je sais pas quoi. Donc c'est toi qui y vas, tu vois. Est-ce qu'il joue avec Gafford, est-ce qu'il joue avec Lively aussi en fin de match ? Ouais. Ou est-ce qu'il joue avec PJ Washington en pivot ? Il l'a fait un peu, hein, un peu PJ small. Washington, Najee Marshall, Klay Thompson, Luka Doncic, Kyrie Irving. Il y a ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une forme de continuité pour Jason Kidd, mais il va devoir répondre à des questions tout au long de la saison sur, on vient de te donner Klay Thompson, c'est pas une petite addition, fais en sorte que ça ne devienne pas un sujet. C'est pas une petite addition, mais c'est pas non plus c'est pas Klay Thompson Prime. Ouais, voilà. C'est pas Klay Thompson Prime qu'on lui donne. On va pas non plus faire les dupes, quoi. On va pas dire comment ça, Klay Thompson n'est pas en 24-4. Non, je pense pas qu'il sera s'il est en 24-4. Bravo. Hein. Attention. Attention. Là, il peut se rapprocher des 18 points comme il l'a fait par le passé. Hein. Peut-être. J'espère. Moi, je pense ça serait bien pour les Mavs. Je pense qu'il peut. Mais ce n'est pas. J'avoue que ce n'est pas ce côté-là qui m'intéresse. Ouais. Non. Parce que 18 points, il peut les mettre en dormant. Hein. En fait, ce qui nous intéresse, c'est dans les moments où peut-être l'attaque de Dallas a un peu plus de mal, c'est qu'ils mettent des gros tirs. Et on va être très curieux de voir comment ils s'intègrent défensivement à des consignes assez tactiques. Il faut reconnaître que Dallas a proposé des défenses différentes. À plusieurs reprises, et Klay Thompson va faire qu'il s'adapte là-dedans. Après, aux Warriors, il en a joué des tactiques, hein, donc c'est pas un... Après, c'est moi, en fait, mon interrogation va plus être sur la mentalité, mais probablement que j'en reparlerai peut-être de Klay Thompson. Oui, peut-être. Oh, moi, j'ai pas de doute. Voilà. Alex nous en parlera en détail. On est bon sur le 5 majeur ? Oui. On va devoir se poser une grosse question. Ah bah là, Pregunta, là, obligé, Pregunta. T'es prêt ? Allez, c'est bon, on y va. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. ¿Cuál es la pregunta, Bastien ? On est à Dallas. La question de la mort est la suivante. Dites-nous ce que vous en pensez, évidemment, fan des Mavs ou simple observateur, fan de NBA. Peut-on dire que les Mavs se sont renforcés pour aller chercher le titre ? Cet été, il y a eu des moves, on vient d'en parler, réalisés par la franchise. On sait que c'est l'armada, c'est la course au titre avec plein de franchises qui se sont renforcées dans tous les sens. On vient de voir certains effectifs où ils ont dit allez, il faut aller chercher le trophée là, de la conférence Ouest parce que on a peut-être des interrogations, Denver, est-ce qu'ils vont être capables d'eux ? On voit des franchises qui font des mouvements. On a parlé des Wolves, on voit d'autres franchises qui font le boulot et tout. Le Thunder, hein, qui a continué à se renforcer, etc. Tout à fait. Est-ce que cet effectif-là, sur le papier, et quand on va le voir se dérouler, selon toi, est un effectif meilleur ? Est-ce qu'ils sont mieux armés pour aller chercher quand même le principal, qui est un ticket pour les finales NBA, et voir qui t'a en face ? Donc, les renforts, c'est donc Klay Thompson, Najee Marshall et Quentin Grimes, principalement. On verra si le sophomore Maxence Olivier Prosper peut faire quelque chose. On verra si Lively nous confirme sa saison de rookie qui était quand même bien sale. Enfin, il y a d'autres renforts potentiels dans des progressions internes. Bien sûr. Mais les renforts... Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Que oui, ils se sont renforcés dans le bon sens. Dans le sens d'aller vers un titre. De toute façon, ils sont allés en finale NBA, donc ils vont pas viser le premier tour de play-off, tu vois, genre ça c'est logique, t'es d'accord ? Ils sont allés en finale NBA, ils avaient pas l'avantage du terrain au premier tour, ils avaient pas l'avantage du terrain en demi de conf, ils avaient pas l'avantage du terrain en finale de conf, enfin, genre, peut y avoir un petit truc à gérer en régulière aussi qui s'appelle avoir l'avantage du terrain. Bien sûr. Ça peut les aider aussi. Si on se base sur la deuxième partie de saison, ils vont finir premier de l'Ouest. Est-ce que les renforts de Klay Thompson, de Najee Marshall et Quentin Grimes vont un peu dans ce sens par rapport à la régulière ? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Dans le sens où, on a parlé, on va reparler de Klay Thompson, Najee Marshall et Quentin Grimes sont des role-players de devoir qui n'ont jamais encore trop connu d'équipe où, en gros... tu vas arriver dans le vestiaire, là, pour le training camp, tu arrives dans le vestiaire, ça joue le titre, là, dans les têtes. Hein. Les mecs sont allés en finale, t'es avec Kyrie Irving, c'est un Hall of Famer, futur Hall of Famer. Luka Doncic, c'est un futur Hall of Famer. Daniel Gafford, c'est pas un futur Hall of Famer, mais... On lui souhaite très très fort, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire. Klay Thompson est un futur Hall of Famer. Donc, à un moment donné, tu rentres dans ce vestiaire-là,
T'es Najee Marshall, je pense que Jason Kidd ne va pas avoir beaucoup de mal à le convaincre, à lui dire gros, moi ce que j'attends de toi, c'est chien galeux sur le meilleur extérieur adverse quand tu rentres et rentrer tes tirs. Voilà ce que j'attends, t'es d'accord? Et me mettre de l'intensité, aller au mastic et tout. Quentin Grimes, tu vas me porter un peu la balle, si tu peux me rentrer tes tirs, c'est bien, par contre je veux de la défense de chacal. On est d'accord? Bien sûr. Et donc il va pas avoir de mal à les convaincre. Je pense que sur une régulière, ça ce sont des renforts que l'équipe entière va apprécier, tu vois. Donc, je pense que ça peut les aider dans ce sens-là. Après, aller chercher un titre, tu l'as dit tout à l'heure, là, il y a des alignements, de planètes et tout. C'est dans ce sens-là que j'ai envie de te dire oui. J'ai l'impression que ils ont gagné dans des petits détails qui leur ont joué des sales tours l'année dernière. J'ai l'impression, ouais. Ils ont perdu un peu la polyvalence athlétique de Derrick Jones, incontestable, mais ils ont gagné d'autres trucs. Pour moi, c'est positif, en tout cas. Il y a plus de positif que de négatif. Voilà. Je suis un peu plus mitigé. Ok. En quoi? Enfin, je veux dire, dans quel sens? Je pense que parmi toutes les previews qu'on a pu faire, j'ai beaucoup apprécié, notamment lorsqu'on a parlé de je crois que c'était Minnesota ou OKC, où on a fait un débat sur quels étaient les points potentiels à améliorer pour ne pas avoir de regrets aller le plus loin possible. Et tu avais fait tout un paragraphe que je trouvais très bien sur cette capacité de certaines équipes à ne pas être juste une excellente défense, mais à devenir la défense numéro 1, impénétrable. L'histoire, comme on le raconte souvent, c'est que ce sont les très très bonnes et les meilleures équipes défensives qui vont jusqu'au bout. C'est très rare d'avoir une bonne équipe offensive avec quelques interrogations défensives qui y arrivent. Souvent, ce qui fait passer le cap, c'est ceux qui peuvent vraiment mettre le verrou en juin. Je trouve que ce qui s'est passé cet été ne va pas trop dans ce sens. Je vais reparler de Najee Marshall. Derrick Jones Jr. alors. Notamment. Parce que la perte de Tim Hardaway Jr. Non, c'est pas Tim Hardaway Jr. qui va changer sa défense. C'est quoi les pertes défensives à part Derrick Jones? Moi, je trouve que Derrick Jones Jr., c'est pas uniquement le départ d'un joueur, c'est que c'est un titulaire qui est remplacé pour le moment, et c'est à définir par un autre titulaire, où tu parles de cette polyvalence athlétique. C'est donc aérien, c'est au rebond, c'est au contre, c'est sur l'homme. C'était vraiment le profil parfait. J'espère soit que Klay Thompson va nous révolutionner au niveau physique, mais on a des doutes, toi et moi, ou que, j'en parle dans une autre section, Najee Marshall va avoir des minutes plus importantes, ou qu'un garçon va nous halluciner comme Olivier Maxence Prosper. Grimes. Tout à fait, que j'attends très fort. Mais quand toute l'année on répète que les équipes qui vont le plus loin possible, ce sont des équipes qui sont avant tout capables, elles doivent être capables de rentrer des tirs, on est au basket, merci Michel, mais elles doivent être avant tout capables de faire des stops défensifs. Je trouve que cette équipe des Mavs n'a pas fait un recrutement qui me fait penser que Dallas va être une top défense NBA. J'allais te poser la question, est-ce que quand tu vois cet effectif, tu penses que, on touche du bois et va avoir la santé, que cette équipe a les capacités d'être une des 6-7 meilleures défenses de toute la NBA? Sur la régulière, non, je pense pas. En play-off, quand ça commence à être tactique, je me dis que c'est peut-être possible, mais je suis d'accord avec toi. Et Denver a fait ça, pour être très clair. Denver avait fait une saison de champion, ils sont 15e défense, et quand ça a été les playoffs, ils ont mis le coup d'accélérateur. Par contre, je pense que ça peut être la meilleure attaque de la ligue. Je le pense. Après, je peux me tromper. Ça peut. Et il y a des concurrents, il y a du monde. Ça peut. Et donc, t'as quand même un putain de génie à côté d'un putain de génie. Non, mais eux, à côté d'un putain de shooter. Mais offensivement, ça va être n'importe quoi. Dallas, là, ça va. Et avec des intérieurs qui collent assez bien. Ouais, bien sûr. À tout ce bazar. Ils vont mettre des mixtapes offensives, on n'est pas prêt, je suis totalement d'accord. Et plus que l'année dernière. L'année dernière, leur attaque, moi, à de nombreuses reprises. Alors, on était saoulés. Leur attaque, je me suis dit. Bien sûr. Derrière les deux, il y a un gros écart. Derrière les deux stars, il y a un gros écart. Il y avait un problème de fluidité collective de mouvement. Là, j'aime. C'est dans ce sens-là où j'aime bien les recrutements. C'est que je suis d'accord avec toi sur la polyvalence athlétique et défensive qu'offre Derrick Jones. Elle est perdue. Elle est perdue dans le trade parce que Najee Marshall défend différemment. Mais bon, être plus athlétique que Derrick Jones Jr., je vous laisse regarder les highlights, c'est compliqué. Mais Najee Marshall, c'est pas la moitié d'un athlète, c'est pas ce que je veux dire. C'est un très très fort défenseur. Et c'est un très bon défenseur. Mais effectivement, j'entends ce que tu dis. En plus, vraisemblablement, il devrait pas être titulaire dans un premier temps. Après, il faudra voir ses minutes et tout. Mais j'entends, mais je suis moins inquiet que ce que tu peux l'être. J'entends. En fait, c'est qu'on soit d'accord. Je pense que 90% de la saison, ça va le faire. Vu que là, l'objectif, c'est d'aller jusqu'au titre. Parce que là, t'as 10 titres, donc il y a régulière plus playoff. Exactement. Et donc, en fait, quand on va pas se mentir, fans des Mavs, là, on est en train de savoir si vous allez pouvoir tenir le regard avec Boston, bis repetita, Denver, le Thunder
Et on va voir ce qui se passe avec les Knicks, les Sixers si ça colle, les Wolves, etc. Les Suns, évidemment. On est sur des équipes, tout à fait, les Suns. On est sur des équipes où Boston a ce verrou défensif capable. Minnesota, j'ai pas envie d'en parler. Quand même, défensivement, c'est des brutes épaisses. Le Thunder, son courage. Et à l'interrogation Knicks, on a parlé ensemble, on s'est dit comment ça va pouvoir faire. Je me demande, je suis impatient de voir comment vont se classer ces Mavs, parce que j'aimerais éviter qu'on se retrouve dans quelques mois à se dire l'intégration offensive de Clay a été réussie. Ils n'arrivent plus à défendre, dis donc. Mais putain, Jason Kidd nous a mis un line-up de fin de match où l'adversaire a regardé et a fait oh shit, il y a à manger et à boire. Il y a Clay, Kyrie et Luka. Je dis pas que ce sont des plots, ils ont fait des efforts. Exactement, c'est pas des mecs que tu as. Ce sont pas des plots. Voilà. Mais quitte à prendre des mismatchs, tu sais qu'elles sont là. Ah bah oui, bien sûr. Et donc ça m'intéresse aussi, tu vois que quand tu le dis très bien, il y a du progrès à faire aussi en interne. J'ai hâte de voir si le discours Luka Kyrie meilleur backcourt offensif ne devient plus une phrase complète backcourt offensif ou défensif. Ça doit être le meilleur backcourt. C'est-à-dire que quand on a vu Kyrie faire des formidables playoffs défensifs, notamment sur Shai Gilgeous-Alexander, c'est bien mature. Et on a vu Luka aussi faire des trucs, il faut que ce soit comme ça jusqu'au bout. Parce que si tu affrontes une équipe comme Boston, qui est champion en titre et qui va essayer de chercher le back-to-back, tu sais que la mismatch, il faut aller la chercher à Boston. Mais c'est surtout l'attaque des Mavs qui a été en galère en finale. Surtout. Après, je dis pas que leur défense a été impénétrable. Je dis que moi, ce qui m'a surtout bluffé, et d'ailleurs c'est plutôt à mettre au crédit de Boston presque, c'est que Boston, ils sont arrivés, ils ont regardé les Mavs, en fait. Vous avez deux génies ? Ouais. Bah, vous rien faire du tout, en fait. Il va rien se passer. Et je sais, on en a débattu ensemble. C'était un peu il y a quoi ? On en a débattu ensemble en juin. Moi, j'ai été plus traumatisé par la défense des Mavs. Ah, ok, d'accord. Ok. Où je trouvais que ça. C'est pas le bon mot, mais tu vois ce que je veux dire. J'étais choqué de. Il y avait de la fatigue et tout, mais. Voilà, j'aimerais que Nico Harrison, sur la saison, là, peut-être se retrouve à la trade deadline et nous refasse un petit coup de génie, où en fait, il y a peut-être une nouvelle option défensive à ajouter à ce groupe-là sur ligne extérieure. Je trouve que compter à ce niveau-là sur des Quentin Grimes et des Najee Marshall... Et des Clay, du coup, et des Kyrie et des Doncic qui montent le... Ou aussi PJ Washington. PJ Washington peut s'améliorer aussi. Peut s'améliorer aussi, ouais, tout à fait. Il en a les moyens, en plus, lui. Oui. Athlétiquement, tu vois, genre, c'est une belle bête, hein. Je pense que là où on est d'accord, pour répondre à la question d'Amor, c'est que, indéniablement, en attaque, ils se sont renforcés pour faire ce qui doit faire remporter des matchs de basket, c'est-à-dire planter plus de shoots quand ça devient difficile. On est d'accord. J'attirais juste l'attention sur la défense parce que j'ai besoin d'être rassuré sur la défense des Mavs. Peut-être que c'est la meilleure attaque de NBA qui est 13e défense ou 14e défense. Rares sont les équipes qui sont titrées avec ces ratings-là. Ah non, mais clairement. Mais ils le savent, de toute façon. Donc à voir comment ils vont s'y adapter. Jason Kidd, il le sait. Luka Doncic, il le sait. Le management des Mavs le sait. Donc on va voir comment ils vont effectivement gérer ça. Autre chose sur la question de la mort ? Non, on est pas mal. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de tout ça. Nous, on va devoir aller voir le peuple. Gérard, c'est parti. T'es prêt ? Ouais. C'est le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, tu fais attention. Allez, hop. C'est propre. C'est hyper propre. Ouais. C'est un des plus beaux. Mais on sent qu'il a un peu exprès, mais il est beau. Ouais. Bonne saison pour les. Très bonne saison à venir des Mavs. Pardon. Ça se fout de ma gueule au calme. Mais non, non, mais tout va bien, tout va bien. Ah mais ouais, bien sûr. Non mais c'est surtout que en vrai, revenez en arrière, il est magnifique. Ouais. Ce backflip. C'est l'heure du Gérard d'or. On est évidemment, c'est encore l'American Airlines Center, AAC je crois encore. Je sais plus. On est dans la salle des Mavs, ok ? Voilà. Ça, on met des micros bien proches de l'arceau, comme ça quand ça fait filoche, c'est magnifique. Qui va vous faire cliquer sur les Mavs ? Ça peut être Luka, ça peut être Kyrie, ça peut être autre chose. C'est qui ton Gérard d'or ? Monsieur Klay Thompson. Monsieur Klay Thompson sort de... Il y a eu le titre de... Il y a eu des... C'est une carrière assez folle. Il faudra revenir dessus un jour. Mais entre cette blessure horrible, c'est un des trucs les pires qu'il m'a été donné de voir mentalement en direct, là, cette blessure Game 6 en 2019, alors qu'il était en train de casser la bouche aux Raptors, presque tout seul. J'exagère, il n'était pas tout seul, mais vous voyez ce que je veux dire. Et après, le temps qu'il a mis à revenir, donc d'abord d'un genou, puis d'un tendon d'Achille, enfin il y a 2 saisons blanches ou quasi. Et après, il y a un comeback suffisant pour gagner le putain de titre en 2022, c'est quand même assez extraordinaire. On parle d'un des meilleurs shooters de tous les temps.
Et donc, pourquoi c'est mon Gérard aujourd'hui ? Parce que la question que je me pose, une des questions que je me pose quand je regarde ces effectifs des matchs, je me dis où est-ce qu'il en est, Klay Thompson ? Où est-ce qu'il en est physiquement ? Où est-ce qu'il en est techniquement ? J'ai pas trop de doutes. Il est dans l'élite. Où est-ce qu'il en est mentalement ? C'est-à-dire que j'ai pas trop aimé ces 2 dernières saisons, il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de déclarations pas bonnes, une mentalité moyenne et tout. Je suis persuadé que Klay Thompson n'a pas fait que du bien sur les 2 dernières saisons au groupe Warriors. Il n'y a pas que Draymond Green. Draymond Green est souvent pointé du doigt, mais Klay Thompson, moi j'ai pas adoré ce qu'il a dégagé, la mentalité qu'il avait l'air d'avoir et tout. Donc, où est-ce que t'en es ? Thompson. Est-ce que tu es vraiment prêt dans ta tête pour accepter un nouveau challenge où tu es au mieux, dans le meilleur des cas, tu es la 3e option de ton équipe ? Et c'est pas sûr que ça soit le cas tous les soirs, tu vois. Mais c'est tout. Qu'est-ce qu'on attend de Klay Thompson ? On attend 40% à 3 points avec un gros volume. Parce que ça va faire un bien incroyable. Je veux dire, pardon, mais on parle de Luka Doncic et Kyrie Irving avec le spacing de Klay Thompson. Waouh, la vache. La phrase est très très violente et je peux te dire qu'il y a un paquet de coachs qui sont là, genre attends. Ah oui, c'est relou cette affaire. Enfin, tu vois, genre à défendre, c'est un enfer. Dans la NBA moderne, c'est un enfer, non ? T'es d'accord ? Si, j'allais dire pire saison de sa carrière dernière à 39% à 3 points. Voilà, le mec, quand il est pas en forme, il prend 692 3 points. C'est 9 par match. Et il en met 268. C'est un fou malade. On attend ça, on attend une défense la plus correcte possible. Donc physiquement, on verra où il en est, mais déjà dans la mentalité, il a, même si ça baisse physiquement, il a, Klay Thompson, les capacités pour, pour faire les gestes qu'il faut, pour se placer où il faut. Il a tout connu. Il a été champion dans l'équipe qu'il a drafté. Il est passé à ça d'un repeat. Ensuite, il y a eu des immenses galères de blessures. Ensuite, ils sont revenus, ils ont regagné un titre. Il a connu beaucoup de choses. Il peut apporter ça à ce groupe aussi, de l'expérience. Une autre expérience que celle de Kyrie, qu'on a déjà beaucoup, hein, tu vois. Et des Doncic qui commencent à en accumuler pas mal. Et tout ça, tu vois, ça commence à être correct aussi. Donc, 25-28 minutes, 40% à 3 points, de la défense à peu près correcte, et surtout, une bonne mentalité. Si Jason Kidd décide sur des fins de match que Najee Marshall doit être sur le terrain, ou Quentin Grimes, je m'en fous en fait du joueur, et que Klay Thompson, malheureusement, en fait ça va, il y a ce qu'il faut en termes de pouvoir offensif, parce qu'on a déjà Kyrie et Luka, et là on a besoin d'autre chose et tout, faut qu'il ait la bonne mentalité, faut qu'il aille s'asseoir sur le banc, et qu'il se transforme en cheerleader, comme le font tous les bons leaders. Voilà. Et ça va être l'une des plus grosses questions de la saison des Mavs. Si Klay Thompson a la bonne mentalité, ils vont être mais tellement dangereux. Waouh. C'est pas grave si un sophomore te passe devant dans la rotation. C'est pas pour tout le monde. C'est la vie. Si Olivier Maxence prospère, en fait, les meilleurs ratings des Mavs, c'est avec un gars défensif sur ton poste. Faut faire avec. Il y a aussi un scénar dans lequel, parce que là on se marre, je reviens juste rapidos en arrière, excusez-moi, je prends 2 secondes. Voyons voir Kyrie Irving. La saison dernière 58 matchs, la saison d'avant 60, la saison d'avant 29, la saison d'avant 54, la saison d'avant 20. Il y a un scénar aussi où Kyrie, il est pas là pendant quelques matchs. Tu dois être le starting shooting guard, mon gars, et t'as intérêt à ce que ça rentre, parce que ça aussi. Ouais, tout à fait. Ça aussi. Tu peux avoir des minutes où c'est Kyrie plus Klay, ça a eu 2016, ou Luka plus Klay. Et d'ailleurs, t'as des blessures. Ça peut aussi être des line-up très intéressants pour Jason Kidd. Le Doncic, Klay, Najee Marshall, un ailier fort, un pivot. Tu sais que ça peut intéresser Jason Kidd aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être testées. Donc c'est envoie-nous du volume à 3 points avec un gros pourcentage et avec la bonne mentalité. Si on a ça, je pense que la saison des Mavs, elle peut faire du bruit. Beaucoup de bruit. Même poste, pas le même profil. Najee Marshall, c'est le Gérard. Là, on est dans la catégorie notamment, je sais que c'est le joueur qui fait cliquer, mais on essaie aussi d'avoir les Gérards. Il y a un seul homme qui peut mettre ses 2 mains autour de la gorge de Jimmy Butler et s'en sortir vivant, il s'appelle Najee Marshall. Il l'a fait la semaine dernière, il s'est embrouillé avec, il a fait mec, tu baisses tes mains. Non, il y a James Johnson aussi qui peut le faire. Oui. Mais Najee Marshall, il est tout en haut. Lorsque vous faites le classement NBA des joueurs les plus respectés, parce que tu sens qu'il faut pas du tout déconner avec eux, sinon ça peut finir mâchoire trottoir American History X,
Il y a Najee Marshall. Ouais. Il est très très bon. Mais au lieu d'être juste une punchline de ténacité et d'intensité sur le terrain, c'est une vraie perte pour les Pélicans et une bête d'addition pour les Mavs. Je pense que s'il faut trouver le joueur qui va défendre le plus les meilleurs attaquants adverses, Najee Marshall sera envoyé en mission. C'est un joueur qui fait pas souvent les highlights, mais il a été hyper important dans le banc des Pélicans, dans le développement, dans l'identité de ce groupe. Et donc, je crois qu'à Dallas, en plus du côté PJ Washington qui croise les bras et qui plante ses pieds dans le bitume, je crois que ce sera important aussi que Najee Marshall se retrouve avec de vraies responsabilités, comme ça m'a l'air d'être le cas et comment ils vont l'utiliser. Et je vais surveiller les fins de match. Parce que les fins de match des Mavs, oui, vas-y, trade buckets, il n'y a pas de problème. Luka et Kyrie vont trouver la solution, il y a tout ce qu'il faut. Les mecs, c'est des génies, il n'y a rien à redire. Mais vont-ils faire les stops nécessaires et me fermer ma bouche par rapport à la question de la mort ? Et est-ce que Najee Marshall va être ce garçon qui va dire non, mais en fait, vraiment, les Mavs, ils peuvent être meilleurs défensivement parce qu'on m'a utilisé comme il fallait et les garçons autour aussi. J'attends une bonne saison de sa part. J'attends de voir aussi de quel type de saison on parle au niveau du shoot. Najee Marshall, la dernière formidable, il y a 39% à 3 points. Super. Faible volume, il y en a 2 qui sont pris par match. Ouais. En carrière, c'est 31%. En carrière, en shooter. Ah non, mais c'est sûr que c'est pas un Il y sniper. a 4 saisons, voilà. Il a 26 piges, il y a 4 saisons, dont 4 chez les Pélicans. Ce n'est pas un sniper. Il travaille. Mais donc, Je veux bien le voir dans le spacing des Mavs, par contre. mais donc, dans le spacing des Mavs, on va voir. Les saisons comme ça peut aller. Il y a des saisons à 31% et des saisons à 38% à 3 points. Donc, ce n'est pas un knockdown shooter qui se développe. Derrick Jones Jr. a planté des 3 points parfois hyper importants, mais parce qu'il s'était bien développé. Donc, je crois que les fans des Mavs vont tomber amoureux de Najee Marshall de par ce côté fight club, je t'emmerde et garde du corps de Luka Doncic et Kyrie Irving. Personne va se battre avec les Mavs parce que sinon vous allez vous prendre une mandale de Najee. Ouais, puis je pense que PJ Washington, tout ça, Daniel Gafford, tout ça, dans un bar fight, ça va être bien c'est relou, tout à fait. Mais je crois que Najee Marshall va être un petit peu de le... con, hein. Ouais, je pense que Najee Marshall va être le capitaine de cette côté tête brûlée. Et c'est lui qu'on va retrouver en play-off. Je pense, sincèrement. Là, Alex vient de faire tout un paragraphe sur Klay Thompson. Je pense que s'il y en a un qui peut aller chercher ses minutes, c'est Najee notamment. Parce que tu n'as plus, je suis désolé, c'est pas un futur Hall of Famer, mais tu n'as plus Derrick Jones Jr. qui a été loué et a reçu des commentaires magnifiques. À juste titre de plein de forwards et d'extérieurs NBA qui ont dit franchement, quand j'étais défendu par Derrick Jones Jr., c'était bien la merde. À qui va remplir ce rôle ? Je pense que c'est Najee Marshall, il va falloir le faire. Il y a du Gérard. Évidemment, qui sont vos Gérards ? Il y en a plein à Dallas. Est-ce qu'on n'enverrait pas un pronostic ? Ouais, si, pronostico, c'est parti. T'es prêt ? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Dans cette section, c'est très simple. On vous raconte l'avenir avec expertise et un H majuscule. Avant ça, les rappels importants. Bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran là. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas jouer au jeu d'argent. Voilà, c'est comme ça. Ni au paris sportif et tout. Si vous avez 18 ans, vous pouvez tenter votre chance, mais on parle bien que de tenter sa chance. C'est pour ça qu'il ne faut pas miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Exactement. Voilà. Faites pas les bolos. Pour les gens qui sont malins, intelligents et qui sont patients, est-ce qu'il y a une cote pour eux ? Luka Doncic sera le meilleur marqueur, enfin scoreur de la NBA cette saison. On parle de moyenne de points. Bon, il est capable. Hein. Cote à 2,50, boosté à 2,90. 2,50, ouais. Bah, il est capable. Ah oui, je te confirme. Voilà. Après Klay Thompson, ça va peut-être lui enlever un peu de points, peut-être. Limite, on le souhaite pour les Mavs. Il y a tout type de scénar. Plus que Derrick Jones, tu vois. Il y a le scénar Joel Embiid, en fait il y a Paul George qui est arrivé, donc on passe de 36 à... parce que l'autre il était quasi à 36 points de moyenne, à 32, 31, voilà. Peut-être sur 40 matchs, mais oui. T'as aussi le scénar où il y a un souci de santé avec un Kyrie ou un Klay, alors là, la NBA est pas prête, hein. Ça monte à 40. Hein. Je pense qu'il peut faire une saison à 40 points de moyenne. Hein, une saison ? Ouais. Luka ? Ouais, ouais, je pense. Okay. S'il y a des soucis de blessure, c'est pas la technique qui va lui manquer. Hein. Non. Il peut foutre... Il peut scorer sur n'importe qui, n'importe quand. Il n'y a aucun problème. Non, mais tout à fait, la cote elle est très belle. Ouais. J'ai un over-under, il est à 50,5. C'est pas le plus précis. C'est pas assez proche de 70. Est-ce que t'es prêt, Alex ? Oui. Eh bien, écoute, tu vas nous raconter la saison des Mavs 2024-2025 en 24 secondes et plus. 3-2-1, Devin Harris. 53 victoires pour les Mavs cette saison. Je les mets 3e, moi, de l'Ouest. Oui, je les mets devant les Nuggets. Bon.
Après, ça a une victoire près. Je pense qu'on a affaire là à une équipe qui s'est quand même un peu renforcée pendant l'été, même s'il y a eu de la perte, il y a eu du gain sur d'autres aspects. Cette équipe a compris qu'elle avait les moyens de ses ambitions, du coach au 12e homme. Ils ont compris, il y a une hiérarchie extrêmement claire. Luka Doncic, même s'il y a des micro-soucis là, de santé, il a eu un été plutôt pépouze, hein, puisque malheureusement pour lui, il n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques. Je le vois bien avoir un peu le seum, et tu sais quoi ? Je pense qu'il est MVP cette année. Boum. J'ai Shai, t'as Luka. C'est très bien ça. Ça va, on prend pas trop de risques. Hein. Les mecs seront dans la course. Hein. De toute façon, il faut être podium. Comment ? De toute façon, il faut être podium. Ah, bien sûr. Ou alors, historiquement, faut. Ouais, ou alors faut envoyer un truc incroyablement Westbrook. Genre Jokic et Westbrook. Voilà. Ouais. Mais oui, non. 3ème, 53 wins. Ouais. 3ème, 53 wins, Luka MVP. Magnifique. On voit pour les playoffs. Très bien. Eh bien, écoute, 3, 2, 1, top chrono, 52 victoires, 4ème de la conférence Ouest Dallas. Voilà, j'étais assez clair sur l'ensemble de la preview. Je pense que c'est une équipe qui peut être incroyable offensivement. Vraiment, ils vont mettre des pilules, il y aura des matchs à 150 points dans le temps réglementaire. Luka, en effet, va être incroyable. J'ai juste ces vraies interrogations. En fait, elles concernent le printemps et la défense. Voilà, à eux de me faire taire. Je vais regarder de très très près, notamment les affiches de saison régulière face à certains des rivaux de la conférence Ouest et notamment les rencontres avec l'Est, avec Boston et New York. Mais ouais, même si c'est que de la saison régulière, attention à ne pas prendre ces matchs légèrement. Tu as parlé de l'avantage du terrain très important. Je veux que ces Mavs-là me fassent taire avec un meilleur bilan et que quand ça affronte Denver ou Minnesota ou OKC, eh ben on a défendu le plomb et on leur a montré comment ça sera en avril prochain. Tout à fait. Et on a commencé la série à la maison. Exactement. Non, c'est clair. Mais à confirmer. Bah oui, de toute façon, dans l'Ouest, comme ça, quand tu vas être tout en haut, hein, c'est que c'est chaud. Hein. Voilà pour la preview des Mavs. Le gros tableau avec Dallas qui vient finir la conférence Ouest. Là voilà la conférence Ouest. Il reste que 2 previews. Saurez-vous reconnaître les 2 dernières franchises ? Surtout, est-ce que vous êtes capable de nous donner l'ordre de la conférence Ouest ? Parce qu'on blabla, on papote tout ça, cœur, la fanbase des Mavs, on va se retrouver sur les réseaux sociaux. Faites-le, vous aussi, votre classement de l'Ouest. Il est méchant. Ah bah il est dur à faire. Chaque année on est là, mais mettez les nombres de wins. Parce que là je reçois des mecs qui mettent dans là. Mettez-moi les nombres de wins, parce que en fait quand tu commences à mettre les nombres de wins, c'est là que commence la galère en fait, la vraie. 1230 wins à répartir dans les deux conférences. Sur 30 équipes, ouais. Débrouillez-vous. Voilà. Ce qui est sûr et certain, c'est que Léon, Alex et Bibi, on vous fait des gros bisous. On vous retrouve dans les commentaires. Fans des Mavs, dites-nous ce que vous avez pensé évidemment de cette preview complète. Puis que quelques dodos. Avant de retrouver la NBA, comme d'hab, on vous retrouve demain pour une nouvelle preview, l'avant-dernière. Je vous laisse avec le roi des indices. L'indice, c'est timbre. Timbre. Allez, à demain ciao. avec le timbre. Ciao.